Hugues Hector Zogo, Laurent Roland Tonneikes, 8 heures, passé de 15 minutes. Bonjour, Laurent Roland Tonneikes, avec votre œuvre d'arc-en-ciel. Bonjour Briagua, bonjour Hugues Hector Zogo, bonjour aux téléspectateurs, internautes, auditeurs de la 102.3 FM. Oui, ça s'est passé chez moi où il a voulu vendre de l'œuf d'arc-en-ciel à un producteur de vin de palme. Et donc, mal lui en a pris parce qu'il il est tombé sur la mauvaise personne, puisqu'il a donné rendez-vous pour vendre l'œuf d'arc-en-ciel qui procure la richesse, dit-on. Fort heureusement que ce monsieur n'est pas tombé dans le piège, il a alerté la police et donc la police est simplement venue cueillir le vendeur d'œufs d'arc-en-ciel. Vraiment, ça fait plaisir d'en parler quand même. Je pense quand même que les populations de plus en plus ont compris qu'il faut être vigilant. Parce que la fête approche et les gens cherchent tous les moyens. Quelqu'un qui veut vous vendre un œuf d'arc-en-ciel qui vous procure la richesse, pourquoi lui n'utilise pas pour avoir la richesse? Alors. Hugues Hector Zogo, bonjour, vous avez acheté l'œuf? Non, je ne pourrais même pas le faire. D'accord. Comment allez-vous votre week-end? Je l'ai très bien passé, mon oui. Bonjour à Roland. Bonjour également aux téléspectateurs. Bonjour aux auditeurs de la Diaspora FM. Roland? Oui. On ne peut pas donc continuer le débat sans quand même faire une petite virgule. Le décès du président de l'ARAC, Adam Bonitessi. Quand même, je vous permets de dire un mot avant qu'on ne continue. Bon, c'est un président qui a marqué l'ARAC. Je ne vais pas citer cette sulfureuse affaire qui a été collée à sa gestion, mais de toute façon, il a fait ce qu'il pouvait faire quand il était là, d'être l'ARAC. C'est un décès, en tout cas. Condoléances à sa famille, condoléances à tous les cadres, parce que oui, il fut un cadre, il a été député souverainement pas. Oui, c'est un cadre bien accompli. Donc oui, il a à bien des niveaux montré ce dont il est capable en servant notre pays. Il a pris par l'ARAC, oui. On peut, oui, reprocher des choses à sa gestion, mais en tout cas, on peut aussi lui reconnaître un certain nombre d'efforts personnels. Père à l'âme du défunt, ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, un mot à propos, Hugues Hector Zogo? Oui, notre pays a perdu un de ses dignes fils, ayant occupé le poste de président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, une institution assez importante de la République. On ne peut que formuler nos voeux de condoléances à sa famille et prier Dieu de lui accorder miséricorde. Très bien. C'est à lui que le président, le mathématicien, a succédé. Oui. Voilà. J'ai oublié le nom du président. Comment il s'appelle? Le président de la HAC. Monsieur, le prédécesseur de M. Edouard Loko. Moretti. Voilà, c'est Moretti qui a succédé. Alors, on va y aller avec le premier sujet, révision de la Constitution. Hugues Hector Zogo, Laurent Roland Tonneikes. Oui, les Béninois se sont réveillés effectivement lundi matin, samedi matin avec la révision de la Constitution. Aujourd'hui, on nous parle de 7 mandats pour le président et 7 ans de mandat pour le président, 7 ans de mandat pour les députés, 7 ans de mandat pour les maires, les élus communaux, c'est bien ça. Hein? Oui. Alors, oui, ce qui retient d'abord l'attention, et là où les Béninois peut-être nous attendent d'abord, c'est bien cette polémique après. On sait que c'est 90 voix pour, 19 contre, alors que les démocrates avaient bien les 22, ils avaient la machine en main, si vous ne voulez pas de la révision, pour bloquer, malheureusement. Bon, je ne sais pas, malheureusement pour eux, pour eux qui ont fait croire que ça ne passera pas, c'est passé. Laurent Roland Tonneikes, quel regard avez-vous apporté à tout ce qu'on a entendu de ça et là, après donc cette révision effective de la Constitution? Alors, je ne vais pas apprécier ce qui s'est passé au Parlement parce que je n'ai pas été au Parlement. Et donc, il revient aux acteurs du Parlement, en tout cas aux députés, de nous présenter la situation, ce qui s'est passé. Et on a pu voir les députés de la mouvance qui parcourent les plateaux de télévision. Vous avez entendu le son de cloche qui disent oui, qui a dit qu'il n'y a pas écouté. Dans une affaire, chacun donne sa version des faits. Mais dans les images, on a vu un député démocrate assis là où il y a l'urne, qui était au niveau des urnes. Comment de toute façon, donc moi, pendant qu'il est assis là? De toute façon, moi je pense que ceux qui sont au Parlement,
il y en a qui disent qu'il y a eu coupure. Et dans la nuit, là, quand pour nous tous qui avons suivi un peu à distance ce qui s'est passé, on a pu lire qu'il y a eu coupure. Et après, Ordan Ladati est monté au créneau pour dire qu'il n'y a jamais eu de coupure. Les autres continuent de dire qu'il y a eu coupure et qu'après, de toute façon, je pense que... Mais il y avait quelqu'un assis à côté de lui. Oui, c'est où il y a eu coupure, il s'est endormi. Je ne sais pas. C'est Habib Koubou qui était là. Moi, ce que je veux dire, c'est que, écoutez, c'est un combat de gladiateurs entre acteurs politiques. Et donc, il ne faut pas prendre le risque de rentrer dedans parce que finalement, vous devenez la cible. Il ne faut pas mettre le doigt entre l'âme et l'écosse alors. Oui, évidemment, sinon vous allez vous faire mal. Et puis après, vous payez cash. Donc, aujourd'hui, c'est une bataille entre acteurs politiques. Je crois que ils ont dit, ceux de l'opposition disent qu'ils vont saisir la juridiction. Je ne suis pas avocat du Parti démocrate ou bien des députés démocrates pour prendre leur défense, pour dire oui, il y a coupure. Je n'ai pas été au Parlement, j'étais chez moi. Oui, j'ai dormi même d'ailleurs, j'ai même oublié cette affaire. J'ai dormi pour me réveiller à 5 h du matin pour continuer à suivre. Donc, évidemment, je crois qu'il y a des issues au Parlement qui ont fait le constat également. Et certainement que les députés de l'opposition également ont fait... Mais quand il y a coupure, est-ce que le courant vient chercher les bulletins dans l'urne et mettre ailleurs? Je ne comprends pas quelle relation y a-t-il entre la coupure et ce dont il parle. Je ne vais pas opiner sur le fond de ce qui s'est passé. C'est comme une histoire d'arc-en-ciel, ça. Non, c'est pas la même chose. En tout cas, moi, je ne vais pas prendre le risque de me prononcer sur ce processus-là. Parce que je sais ce qui attend ceux qui oseront se prononcer et vouloir donner leur avis. Moi, je ne vais pas donner mon avis. Je ne vais pas vous forcer, alors je vais écouter Hugues Zogo et je reviens à vous. On va parler maintenant des mandats et tout ça. Oui, on peut parler de ce qui s'est passé. Je laisse les acteurs en tout cas, faire le débat entre eux. Parce que moi, je n'ai pas été témoin, je ne suis pas là. Si j'étais pas, j'avais la présence, j'avais été envoyé par Eden TV, j'étais par exemple reporter là, et que je peux en parler pour ça certifier. J'ai tenté d'appeler certaines personnes pour savoir s'il y a eu de coupure. Même ils ne savaient pas, ils somnolaient. Je ne sais pas, donc je n'ai pas eu de contenu pour mettre en opinion, pour dire que oui, il y a coupure, les gens volaient une là. Je ne saurais le dire. Les acteurs qui peuvent le dire sont en train de le dire. Maintenant, s'ils ont des juridictions vers lesquelles ils peuvent porter leurs doléances et qui seront écoutés, attendons de voir la suite. Hugues Hector Zogo, il y a eu 11 procurations à l'Assemblée nationale données par des députés démocrates. Et on s'attendait à 22 contre, il y a eu 19. Hugues Hector Zogo, est-ce que les masques ne sont-ils pas tombés? Je crois quand même que le peuple béninois aujourd'hui arrive à connaître ceux à qui il confie sa destinée. Nous avons eu la chance d'assister à une situation à la limite politique qui doit pouvoir permettre à chaque Béninois de prendre son destin en main. Quand on regarde un peu quand on suit un peu le développement de ça et là, de tout ce qui a pu se passer à l'Assemblée nationale, on se pose la question de savoir si effectivement il y a raison de manifester une certaine fierté d'être béninois. Parce que je n'arrive pas à comprendre que des députés à l'Assemblée nationale, représentants du peuple, qui plus est, se retrouvent dans la posture de l'opposition et qui se disent qu'ils ne trouvent pas l'urgence de procéder à la révision de la Constitution, aient pu nous présenter ce qui se vit au niveau des chaînes de télévision, au niveau des plateformes numériques, depuis la nuit du vendredi à ce jour. À la limite, c'est une honte pour notre nation. Vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a un député de l'opposition qui s'est retrouvé juste à côté des urnes. Mais quand vous regardez encore ceux-là qui prennent la parole, il fait partie de ceux qui jettent aujourd'hui de discrédit sur l'État-nation du Bénin. Et ça, ce n'est pas... C'est dit sur l'État-nation ou le processus ou... Non, c'est sûr... Pourquoi vous parlez de l'État-nation? Je parle de l'État-nation parce que je considère qu'une nation ne peut pas vous confier la responsabilité de la représenter. Vous aviez, avec votre parti politique, compris qu'en ce moment précis, l'urgence n'est pas la révision de la Constitution.
Et donc, on vous confie la mission de vérifier ce qui va se passer au niveau de l'urne. Vous êtes assis juste à côté. Et c'est vous, aujourd'hui, qui vous retrouvez à dire qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. Quand vous suivez très bien... C'est bizarre pour vous? Pour moi, c'est bizarre. Pour moi, c'est un jeu à la limite. Pour moi, c'est une insulte à l'intelligentsia béninoise. Est-ce que c'est pas que les masques sont tombés? C'est des masques qui sont tombés. Peut-être l'on recherche des boucs émissaires. C'est tout. C'est pas autre chose. C'est en fait des gens qui jouent avec la conscience. Moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui était assis à côté de lui. Oui, je n'ai même pas son nom, malheureusement. Laurent vient d'appeler le nom. C'est Habib Ouroukou qui était au voilà. Les urnes. Il est député de l'opposition. Les images circulent. Et mieux, c'est-à-dire que quand vous regardez la vidéo qu'il a faite, il a porté exactement la tenue qu'il a portée à l'Assemblée nationale, devant l'urne. C'est-à-dire que c'est vous qui devez contrôler l'urne. Et vous êtes un acteur de l'opposition. Bon, écoutez, Hugues Zogo, vous êtes analyste politique. Est-ce qu'on peut dire clairement, en tenant compte de ce dont vous venez de dire, que forcément, il y a des voix, des démocrates qui ont attribué leur voix pour dire oui à la révision de la Constitution. Vous pensez un instant qu'on aurait pu réviser la Constitution de notre pays de la nuit du vendredi au samedi matin si des députés démocrates n'avaient pas accompagné les députés de la mouvance présidentielle? Non, je ne vous crois pas autant naïf. Je ne vous crois pas autant naïf pour vous retrouver dans cette posture-là. Il s'est fait quoi? Il s'est fait que 11 députés sont sortis de l'Assemblée nationale et ont donné leur procuration à 11 autres députés. Première chose, le fait qu'on assiste à ça, l'expression, c'est que au sein de la formation politique, les démocrates, ils ne se font pas confiance. Parce que s'ils se faisaient confiance, ils n'ont pas besoin de sortir 11 députés en ce moment précis. Parce qu'ils ont toujours évolué en bloc de 22. Et dès qu'il y a vote, on a toujours eu les 22. Oui. D'ailleurs, ce même jour, on a déjà eu 22 pour le choix avant que le débat ne se fasse, qu'on dise oui, les députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il sera secret ou à main levée? Même avant, on a eu 22. C'est-à-dire, avant que l'on ne procède au vote, il faut forcément que le test qui a été présenté par la commission des lois, il faut que ce test-loi soit accepté par les députés à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse dire oui, le processus est ouvert. Mais en ce moment précis, il y a eu 22 qui se sont retrouvés en bloc contre la mouvance présidentielle. Et donc, je ne sais pas ce qui a pu se passer pour qu'on quitte 22 pour se retrouver à 11 à l'intérieur. C'est-à-dire 22 personnes à l'intérieur, mais les 22 passent maintenant à 11. Et le résultat, on l'a vu. Et le résultat passe de 22 à 19. Exactement, de 22 à 19. Bon. Mieux. Quand on suit très bien le député Orden Aladati, il n'a jamais nié qu'il n'y a pas eu de coupure. Il dit qu'il n'y a pas eu de coupure pendant à la phase de dépouillement. Il a été clair. Il y a eu coupure, mais autre élément pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, ce parti-là, à travers cette députée, se moque du peuple béninois. Quel élément avez-vous encore? Quand le président de l'Assemblée, il a constaté qu'il s'est fait tard, le président de l'Assemblée a demandé à ce que la session soit suspendue et que ça soit repris le lundi matin. On était autour de 23 h quand le président de l'Assemblée disait ça. Mais ce sont les députés du parti, les démocrates, qui ont insisté pour dire non, il faut qu'on en finisse. Parce que peu avant, ils ont pu obtenir comment on appelle, les 22 en bloc là. Ils ont pu obtenir ces 22 en bloc tout à l'heure. Ils se disent, bon, on a pu obtenir déjà les 22. Est-ce que ça nous servirait de continuer le processus? Est-ce qu'on doit continuer le processus? Si on dit qu'on va suspendre le processus, est-ce que ce ne serait pas une occasion pour la mouvance présidentielle de continuer peut-être par
parler à certains parmi eux pour gagner leur confiance. Et donc, c'est au nom de cette assurance-là que le parti, les démocrates, a insisté pour que le processus soit poursuivi. Est-ce que ces démocrates-là, c'est la première fois qu'on coupe l'énergie à l'Assemblée nationale? Je ne crois pas. Ils ne savaient pas que la nuit, il y a possibilité de coupure à l'Assemblée nationale. Pourquoi ont-ils insisté à ce que le vote se fasse la nuit? Alors que le président de l'Assemblée nationale, qui doit permettre à ce que les travaux se poursuivent ou pas, dit on arrête. On était autour de 23 heures. On était autour de 23 heures. Beaucoup se retrouveraient assez surpris du fait qu'autour de 5 heures du matin, on ait pu adopter cette nouvelle constitution. Parce qu'en réalité, autour de 23h, 23h30 maxi, si vous lisez toutes les plateformes, vous vous rendez compte que oui, effectivement, on a dû surseoir aux travaux et on se retrouverait le lundi. Mais sur leur insistance, parce qu'ils ont tellement insisté, qu'est-ce que vous voulez? Dans une démocratie, il ne faut pas brimer la minorité. Il faut aussi tenir compte de ce que dit la minorité. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le président de l'Assemblée nationale a demandé à la commission des lois, donc, de pouvoir intégrer les différentes observations qui ont été faites. Et c'est comme ça que la commission des lois est partie intégrer tard cette nuit-là les observations qui ont été faites au cours du débat, au cours de la plénière. Donc, aujourd'hui, qu'on se retrouve à dire, oui, il y a eu coupure et ils ont coupé l'énergie, ça, le dire, c'est jeter du discrédit, en fait, sur l'État-nation. Ce n'est pas, en fait, à Patrice Talon qu'on fait du mal en disant ça. Ce n'est pas à Louis Vlavonou qu'on fait du mal en disant ça, mais c'est au Bénin qu'on fait du mal en le disant. Et ça, en tant que citoyen béninois, je ne suis pas d'accord. Je vais donner la parole à Laurent qui a envie de réagir. Laurent, moi, j'aurais été à l'Assemblée nationale et si je voulais faire cette fraude après la coupure, je prends les 19. Il n'y aura pas 19 votants. Hein. Ça veut dire, je prends les 22, je donne toutes les voix et ça va donner 100% pour la Constitution. Laurent, vous avez la parole. Je continue de dire que je ne veux pas me prononcer sur comment ça s'est passé ou pas. Mais je peux aussi relever un truc. Hein. On ne va quand même pas applaudir le fait qu'il y ait eu coupure à l'Assemblée nationale. C'est quand même la deuxième institution de notre pays. Je ne veux pas lier ça à une question je vous comprends, parce que s'il n'y avait pas eu coupure, les gens n'auront pas ne seraient pas en train de parler comme ça. Pas d'argument. Donc, du coup, on ne peut pas encourager ou bien accepter le fait que dans la deuxième institution de notre République, et en plein processus d'un vote, en tout cas du vote de la révision d'une constitution d'un pays qui a eu coupure, même si c'est une seconde, c'est suffisamment grave, il faut éviter ça à l'avenir. Moi, je pense que sur la question, il faut quand même être formel. Mais après ça, quand je reviens, j'analyse un peu, je regarde les faits sur le factuel, je souris en disant ceci. Les démocrates sont dans leur rôle. N'oublions pas ça. Ils sont opposants. Ils ne peuvent pas parler le langage de la mouvance. Il revient à la mouvance aussi de faire les choses pour qu'il n'ait pas d'argument. Vous l'avez dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas coupure, on ne serait pas en train de dire ça. Ça, c'est un premier fait. Mais deuxième chose sur laquelle il faut quand même revenir aussi, c'est que, oui, nous sommes dans un processus où c'est question de réviser la constitution de notre pays qui pourrait amener à changer de système politique ou alors rentrer dans une nouvelle république. Éventuellement, on attend de voir ce que les juristes en diront. Mais il y a quelques jours qui vous souvenez, je disais qu'il y a du lourd qui arrive encore. Et que d'ailleurs, ceux qui ont démissionné du parti, les démocrates, au fait, il ne faut pas penser que c'est seulement eux qui ont envie de partir. Il y a bien des gens dedans qui vont jouer le jeu jusqu'à la dernière minute, jusqu'à éteindre totalement le parti. Ils sont encore là. Wow. Donc, moi je dis, en dehors de tout à fait de coupure, qui pourrait donner raison au Parti des démocrates pour dire oui, ils ont volé une, moi je ne suis pas témoin. Et donc sur le fait, ils vont saisir les juridictions, ils vont certainement porter plainte et puis après il y aura confrontation. Autant de choses sur lesquelles après les gens vont discuter. Mais je pense aussi qu'il y a encore, et je le dis haut et fort, il y a encore des gens au sein du Parti des démocrates qui font double jeu. Qui veulent faire tomber le parti. Notamment des députés qui font double jeu jusqu'à l'heure où je vous parle. Et ils se connaissent. Et ils savent qu'on les connaît. Donc, au fond, quelque part, loin de moi de mettre en touche tout ce que disent ces députés de l'opposition, je voudrais aussi attirer l'attention sur un fait. De
se défendre eux-mêmes. En fait, ceux qui ont voté contre n'ont qu'à se défendre. Mais de ne pas prendre le risque de défendre les autres pour dire les autres ont... Parce que dans une situation de masse, tout le monde dira on a voté contre. Pourquoi? Parce que personne ne veut porter le chapeau pour dire oui, moi j'ai voté contre. J'ai voté pour permettre à la mouvance d'avoir le dessus. Donc tout le monde dans ce débat, puisque le peuple les a à l'œil, tout le monde va dire oui, moi j'ai voté contre, hein. Moi j'ai voté contre, moi j'ai pas voté pour. Hein. Non, non, non. Et les 22, ils seront dans le rang avec les autres pour dire oui, on est tous ensemble. C'est pour ça qu'ils voulaient vote secret. Oui, non, c'est pas eux qui ont voulu vote secret. Ah bon? Oui, eux ils ont voulu un vote à main levée. Et c'est l'honorable Fayon qui a demandé vote secret. Et après ils sont allés au vote pour décider. Et après il y avait 87 pour... oui, je crois 87 ou bien vote pour le vote secret et puis les 22 autres ont... Ceux qui sont dans le secret des opérations savent que la Constitution allait passer. Oui, donc non, il fallait bien encourager un vote secret. Oui, justement, si c'était à main levée, ce qu'on dit aussi n'allait pas, le débat n'allait pas commencer comme ça aussi. Mais on n'allait pas faire à main levée. Oui, si ce n'était pas vote secret, c'était à main levée, on aurait pu voir ceux qui ont voté pour, ceux qui ont voté contre. Donc, parce que c'est l'un dans l'autre, c'est aussi un élément... Et tout ça, c'est la politique. Hein. C'est la politique. C'est la ruse? C'est la ruse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que ce soit ruse ou rage, je ne sais pas. Non, je n'ai pas parlé de rage. J'ai juste pris ruse. Ah bon? Ruse politique. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, la politique, je comprends que c'est vraiment on va demander, la politique là. On va demander au professeur Diogbe, le président de l'IPL Renouveau, si ça c'est la ruse. Puisque c'est lui qui a dit ruse et rage. Donc il est mieux placé pour nous dire c'est la ruse ou c'est la rage. Mais ce que je veux dire, c'est que trêve de polémique. La situation est là. La loi est votée. Que ce soit pour le bien, nous tous dans le pays, nous allons bénéficier de ça. Et si c'est pour le mal, nous allons en subir les conséquences. Donc je pense qu'une fois que la loi est votée, trêve de polémique. Trêve de polémique, donc désormais le président a un mandat de 7 ans. 7 ans pour le président de la République, 7 ans pour les députés, 7 ans pour... Puisque oui, évidemment, parce qu'on avait dit élection générale. Donc, il fallait aligner les mandats désormais. Et donc oui, 7 ans pour... les mandats. C'est vrai que le chef de l'État avait voulu 5 ans, un mandat unique de 5 ans, oui. Et c'était prévu de la première... De 7 de 5 ans. Dans la première mouture de la révision de la Constitution, c'était pour 5 ans. Et tu viens, tu es président pour 5 ans. Après, quand ils ont rejeté, c'est devenu 5 ans renouvelable. Et puis après, là maintenant, on est rentré dans une autre phase de 7 ans renouvelable une seule fois. Oui, ça aurait été... J'aurais aimé que ce soit 7 ans. Mandat unique. Unique, moi aussi. Mais bon, 7 ans renouvelable une fois, je crois que nous sommes partis pour 14 ans d'abord. Bon, puisque vous le dites. Puisque vous le dites. Bon, nous sommes partis pour 7 ans. C'est possible que nous sommes partis pour 14 ans, mais faisons les 7 ans d'abord. Bon, oui, non. Je préfère être logique en disant ce que je constate, plutôt que de passer autour pour dire non, 7 ans. Parce que oui, pourquoi je dis que nous sommes partis pour 14 ans? Le processus, la loi votée maintenant, on a des élections communales, législatives et présidentielles. Oui. Le Parti démocrate ne va pas aux élections, à l'élection présidentielle. Non. Donc, ils n'auront pas la chance d'être élus pour avoir leur mot à dire. Oui. Donc, ils sont en route. Les communales qui pourraient leur permettre d'avoir des maires qui sont des potentiels, des parrains, ils ne seront pas là. Et pour les législatives, point d'interrogation. Et même s'ils participent aux élections législatives, attendez. Non, puisque vous savez deviner, vous aussi devinez. Je ne devine pas. Même puisque pour les élections législatives, même s'ils participaient, il n'est pas évident qu'ils aient la majorité. Et donc, dans cette perspective de parrainage, ce n'est pas évident, en fait. C'est pour ça que je dis, bon, on est parti pour 7 ans, mais peut-être que, sauf si Dieu décide autrement. Mais comme je le dis toujours, hein, Dieu donne pouvoir à qui il veut. À qui il veut. Alors, Hugues Hector Zogo, 7 ans de mandat désormais. Qui sont ceux qui seront contents? Puisque là, sur les réseaux sociaux, ça circule déjà. C'est moi qu'on doit positionner. On a fait 3 ans. Nous avons écouté notre mandat. Donc, il faut nous repositionner pour que nous puissions profiter. Quand même, il faut reconnaître que les députés qui sont là, pour ceux qui sont allés à l'Assemblée pour une première fois, ils ont fait des sacrifices. Puisqu'on a écouté le mandat, qui devait être de 4 ans ou 5. Ceux qui étaient... Les députés. Les députés qui sont là sont venus... C'est 4 ans, non? C'était 4 ans pour les députés. Là, on a écouté d'1 an. Oui, en fait, ceux qui sont élus étaient élus en 2023. Voilà. Maintenant, pour ceux-ci, on a écouté le mandat d'1 an. D'1 an, voilà. Pour leur permettre d'avoir... Oui, et pour les maires, on a ramené ça à 6 ans parce que de 2020, ils vont finir en 2026. Est-ce que c'est quand même légitime que d'avoir envie de repartir à l'Assemblée, comme l'a dit l'autre,
je vais encore faire une fois. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est où? Le problème se situe au niveau de la qualité des hommes que nous envoyons à l'Assemblée nationale. Le problème se situe au niveau des différentes actions que les gouvernants mènent pendant la période où ils sont élus, où ils sont nommés. Mais ce n'est pas le peuple qui met les gens sur la liste. C'est toujours les politiques, les patrons de parti qui mettent les noms sur la liste. Le peuple qui se refuse. Ce sont eux qui doivent être responsables de la qualité des personnes qu'ils envoient à l'Assemblée. Le peuple qui refuse de faire de la politique va subir les affres de la politique. Mais c'est ça désormais. Mais ça a toujours été ainsi. Si vous refusez de jouer votre partition en tant que citoyen et que vous laissez certaines personnes qui ont développé peut-être des comportements peu vertueux occuper la scène politique, ils vont être les premiers acteurs à pouvoir vous diriger. Et vous ne pouvez rien faire. Donc c'est un débat, ce qui se fait aujourd'hui, c'est un débat qui doit permettre à chaque citoyen de pouvoir se dire, c'est pourquoi en début d'émission je disais, c'est l'occasion pour chaque Béninois de prendre son destin en main. Soit vous vous retrouvez au niveau de ces creusets où les décisions se prennent, ou soit vous restez en biais et vous allez subir toutes les fois où les personnes qui doivent pouvoir prendre des décisions, n'ayant pas la maturité nécessaire ou n'ayant pas toutes les valeurs nécessaires pour permettre à ce que de meilleures décisions se prennent à la tête du pays ou au niveau des instances, vous allez pouvoir vous retrouver à subir. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de « on fait 5 ans », ce n'est pas une question de « on fait 7 ans ». On peut même faire 25 ans. Tant que les mécanismes ne vont pas changer, tant qu'on n'arrivera pas à placer les hommes qu'il faut, tant qu'on ne prendra pas la peine d'aller vers les populations pour discuter effectivement de leurs problèmes avec elles, en vue de sortir des outils pour penser au développement du pays, il n'y aura pas de changement. Donc, ce n'est pas une question de... Oui, moi, je vois plusieurs personnes se réjouir du fait que, oui, désormais, ils feront 7 ans à l'Assemblée nationale. Mais au même moment où ça a été fait, j'espère bien qu'avec le nouveau chef d'État qui sera élu, que le premier budget qui sera présenté, qu'au niveau de ce budget-là, on puisse dire, par exemple, que le député à l'Assemblée nationale sera peut-être payé à 500 000 francs le mois. J'attends de ce genre de réforme. Parce qu'en réalité, quand vous faites le point, vous vous dites, mais si c'est ce genre de député qui nous représente à l'Assemblée nationale, pourquoi on s'échine à leur payer autant d'argent? Parce que regardez comment... Quand vous dites ce genre de député, quoi vous faites allusion? Est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes fiers? Vous êtes fiers de tout ce qui se dit sur les chaînes de télévision, sur les plateformes numériques à partir de l'Assemblée nationale et qui concerne notre pays? Vous en êtes fiers? Moi, je n'en suis pas fier. Je n'en suis pas fier. On a connu des députés à l'Assemblée nationale, la première législature de notre pays. Aujourd'hui, beaucoup se lèvent et félicitent. Ils dorment du sommeil des justes, paix à leur âme, pour la plupart. Vous parcourez la plateforme numérique, vous verrez, les noms circulent aujourd'hui. Mais c'est aussi ça. C'est aussi ça, le peuple que nous avons. À aucun moment, on n'a pu se réveiller pour citer ces personnes-là en exemple. Depuis que ceux-là ont quitté l'Assemblée nationale, à aucun moment, on a pu peut-être voir leurs enfants pour les féliciter et dire, mais écoutez, votre père, quand il était député à l'Assemblée nationale, il a pu offrir telle chose à notre pays, nous sommes fiers de lui. À aucun moment on l'a fait. Nous étions restés silencieux. On a toujours applaudi
On a regardé comme si ce qu'ils ont fait, on a déjà vu. Oui, on a déjà vu. Oui, c'est comme bon, si comme les Béninois en ont l'habitude. C'est comme si quand vous faites bon bien, on ne vous félicite pas. Donc, il y a les hommes vertueux, les hommes vertueux en politique. Notre pays l'a connu. Notre pays l'a connu. Mais ce qui se vit là ou ce qui se fait là, malheureusement, c'est une honte pour la République. Je vous l'ai dit, j'ai donné des éléments précis. Donc, pour moi, le grand défi pour le prochain chef d'État, ce n'est pas parce que le chef d'État fera 7 ans qu'on va penser tout de suite que, oui, les choses vont s'améliorer à la tête de notre pays. Non. Le grand défi, c'est de pouvoir extirper de la classe politique ceux-là qui ne font pas honneur à notre pays. Ceux-là qui ne sont pas des hommes vertueux. Et vous proposez qu'on diminue les salaires aussi? Oui, qu'on diminue les salaires politiques. Laurent, est-ce qu'on pourra diminuer? On vous dira, si vous permettez que je termine, on vous dira, oui, quand il s'est agi de leurs intérêts politiques, ils se sont entendus. Oui, ils se sont entendus là. Parce que sans l'opposition... Et vous avez d'ailleurs, puisque vous parlez d'intérêts politiques, vous avez d'ailleurs vu le titre de Dynamisme Info ce matin, Dynamisme Info qui dit que les intérêts des acteurs politiques au premier plan, le peuple au second rang. Évidemment. Quels sont, quand vous prenez cette législature-là, quels sont les textes et lois qui ont été votés par ces députés à l'Assemblée nationale et qui concernent la jeunesse de notre pays? De vous à moi, quels sont ces textes-là qui ont été votés? Donc, le vrai débat est là. Le débat de fond est là. C'est pas parce qu'on est parvenu aujourd'hui à réviser la Constitution, on se met là pour dire oui, ça a été fait de manière, ça a été fait nuitamment, ainsi de suite. Non, c'est pas ça le débat. D'accord. Vous l'avez dit. Laurent, est-ce que vous avez écouté Hugues Zogo? Il pense que quand même, 7 ans, il faut donc diminuer un peu les avantages et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord avec lui. Il faut diminuer les avantages. Si on diminue les avantages, vous allez voir les vraies motivations des élus, du peuple, députés ou maires et autres. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde accompagne. Et puis, j'ai pu lire les titres des journaux aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur tous les qualificatifs attribués au chef de l'État. Mais je sais que c'est parce que leurs intérêts sont en jeu. Et d'ailleurs, pour certains parmi eux, de la mouvance notamment, on leur a promis leur repositionnement. Et donc, oui, ils se réjouissent de ce que, oui, en accompagnant une telle réforme, oui, ça fait 7 ans pour eux encore. Sauf que, oui, est-ce qu'il y aura des gens qui seront surpris, désagréablement, malgré leur accompagnement? Il ne faut jamais être sûr de Patrice Talon, parce qu'il a aussi ses cartouches en main et qu'il peut toujours sortir à tout moment, selon les intérêts, selon les enjeux du moment. Et donc, oui, évidemment, ça peut arriver. Je ne leur souhaite pas ça, parce qu'on risque d'avoir des gens qui vont faire AVC. Je ne leur souhaite pas du tout ça, que Dieu les en préserve. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on regarde un peu le processus aujourd'hui et quand on regarde ces députés aujourd'hui, c'est vrai, hein, je suis scandalisé de voir que des gens vont siéger au Parlement 3 ans, 4 ans, et n'ont pas une seule fois pris la parole au Parlement. On a constaté. Mon père me disait que si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Non, écoutez. Si je n'ai rien à dire. Non, quand même, il y a des documents. Vous savez, vous savez pourquoi je réagis comme je le dis? Vous savez que si on n'a rien à dire, c'était. Vous voyez un député aller s'asseoir dans une plénière, il ne pipe pas mot. Il suit tout, mais il suit tout. Mais aussitôt, avant de prendre la parole, quelqu'un d'autre prend en compte. Non, aussitôt que la loi est votée automatiquement, c'est lui qui est le premier communiqué dans la presse. Un média en ligne écrit en même temps. Tel député est d'accord, il a applaudi le chef d'État pour sa vision, il fait ci, il fait ça. Ah, c'est ça? Mais pourquoi au Parlement, les qualificatifs là, ne pourraient pas porter la voix et le dire? Et apprécier ou désapprouver? Certains font comme Makuza. Je vous dis, vous connaissez le député Makuza? Non. C'est un député rwandais. Et puis, à l'Assemblée, chaque fois quand on vote les lois, on dit Makuza. Et il dit, non, c'est pas. Il y a un député qui s'appelle Makuza, qui parle bien à l'Assemblée, il s'exprime bien, il défend. Il y a un autre député. Et quand Makuza prend la parole, et on lui donne la parole, il dit, je suis d'accord avec tout ce que Makuza a dit. Donc, Makuza n'était pas là, et il dit, je suis d'accord avec ce que Makuza n'est pas là. Makuza n'est pas là. Donc, vous voyez, on a voté une loi à 5 h du matin. En tout cas, on fait voter pour la révision à 5 h du matin. Et déjà à 6 h, j'ai vu la toile inondée par des propos des députés qui, pendant 3 ans, de 2023 à aujourd'hui, en tout cas, n'ont jamais pris la parole.
Ah bon? Non, le peuple veut les écouter. Et ce qui est encore... Ils ont pris la parole. Attendez, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Je ne veux pas quand même relayer. Non, c'est pour voir dans quel sens ils sont allés. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Le député est le représentant du peuple. Ouais. Des députés qui vivent dans des communautés, mais à aucun moment n'ont porté la voix de leur communauté. Je prends simple de la 6e, ou je prends la 5e si vous voulez. J'ai des députés de chez moi, par exemple, dans la 5e. Que vous n'avez plus vu? Non, je les vois. Mais ça fait bientôt 10 ans que Patrice Talon est au pouvoir. Ils soutiennent Patrice Talon. Alada est le berceau de la royauté au Bénin méridional. Si vous voulez, berceau du vaudou au Bénin méridional. La voie qui mène Alada Centre pour aller au Palais Royal n'est pas, en tout cas, aménagée depuis cette année pratiquement. Les députés ne font pas de voix, non? C'est à eux de mettre la pression. À qui? Leur rôle, c'est de porter les besoins des populations. Chaque fois qu'il y a une situation, de faire des questions orales au gouvernement. D'accord. Mais combien sont-ils à faire? Parce que c'est vrai, je suis d'accord, il ne faut pas aller prendre la parole parce qu'il faut prendre la parole. Mais il y a des députés de Calavi. Il y a des voix qui sont, je ne sais plus pas une voix, il y a peut-être impraticable. Est-ce que vous avez vu quelqu'un porter la voix du PDP pour questions orales? Vous en avez vu? C'est de ça qu'on parle en réalité. Et puis de plus en plus, on n'a plus droit aux questions orales. Hein. Qui a dit ça? Il sait toujours qui va interdire ça. C'est quand même dans le règlement intérieur non, je ne dis pas qu'on n'assiste plus à ça. Oui, parce que les députés ont voulu, il y a beaucoup de députés qui préfèrent s'aligner plutôt que d'aller défendre le peuple qu'ils représentent là-bas. Et c'est de ça, c'est pour ça que je suis d'accord avec eux. Il faut que le chef de l'État aujourd'hui, au-delà des promesses qu'on a pu faire peut-être à certains députés, qui comprennent qu'il faut des gens, parce que oui, on a dit dans la nouvelle constitution, je n'aime pas encore le texte, on parle de trêve politique, trêve politique pour dire que oui, évidemment, on ne peut plus faire de l'opposition à proprement parler, il faut attendre un an avant les élections pour pouvoir peut-être faire connaître ses positions et puis après aller et se préparer pour les élections. Monsieur, vous en parlez, dans un député qui démissionne de son parti perd son siège. Oui. Comment vous appréciez cette... Oui, c'est bien. Ça aurait été bon que si, par exemple, il y avait d'autres courants qui avaient beaucoup de députés mieux, ou bien beaucoup de députés comme les partis de la mouvance, on pourra bien comprendre le jeu. Parce que oui, évidemment, là maintenant, le gros lot, qu'on le veuille ou non, hein, je ne veux pas être mauvais prophète, malheureusement, le gros lot ira vers la mouvance. Et donc, ça, le jeu se fera encore dans la mouvance. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas s'attendre à 7 ans. Ça peut éventuellement aller à 14 ans, c'est aussi Dieu décidait autrement. Donc oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir un certain nombre de choses du côté des députés. Il faut voir. Non, il faut voir, c'est-à-dire la qualité des hommes qu'on envoie. Vous êtes d'accord? C'est vrai que même si parle de la qualité. Oui, même si on va dans une trêve politique, il faut quand même des gens qui pourront faire des débats constructifs pour aider le gouvernement auquel ils appartiennent. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de personnes qui disent « je suis pour Talon, je suis de la mouvance ». Mais quand vous êtes avec un monsieur, à un moment donné, c'est d'avoir le courage parfois de dire ce qui ne va pas pour l'arranger, pour l'aider à arranger sa gouvernance. C'est très important. Le dire ne fait pas de vous d'office un opposant. Ou quelqu'un qui est contre les mouvanciers, le prochain président Roméo Wardani, si Dieu le veut, devra comprendre que quelqu'un qui fait des dénonciations n'est pas forcément un opposant. Il vous aide à améliorer votre gouvernance et c'est à votre actif. Ce sera votre actif si vous faites bien les choses. Donc, je crois qu'il faut cesser de penser que tous ceux qui disent ça, ce n'est pas bon, là, sont des opposants à abattre, d'éviter de les prendre d'office pour des cibles, mais c'est de les prendre comme des gens qui accompagnent et vous aident à améliorer. Malheureusement, le mot développement dans les prochains jours, on ne pourra plus oser le faire parce que oui, s'il y a très politique, il va falloir que les journalistes, analystes politiques se rangent pendant un temps. Très bien. Dernière question, Hugues Hector Zogo. Quels seront alors les défis sur les 7 prochaines années? Les défis restent les mêmes. C'est en cela que je salue cette démarche de la trêve politique. Je salue cette démarche parce que, voyez-vous, nous avons une nation où il faut tout construire ou tout reconstruire. Il y a d'urgence au niveau de tous les secteurs. Quand vous prenez l'éducation, quand vous prenez la santé, quand vous prenez le transport, quand vous prenez le tourisme, tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Et donc, quand on se retrouve dans un environnement pareil, ce n'est pas possible qu'on se chamaille au lieu de se dire
concentrons nos énergies, réfléchissons ensemble pour le mieux-être des populations. Et donc, c'est en cela que je suis très heureux aujourd'hui. Vous avez vu, tout le monde prend souvent en exemple la conférence nationale. Mais nous oublions que la conférence nationale, c'est cette conférence qui nous a permis, au-delà des réformes politiques, nous a orientés aussi vers les réformes économiques. Oui. Mais malheureusement, on perd de vue cet aspect. Le général Mathieu Kérékou est arrivé même à organiser un colloque international sur l'économie du Bénin. Mais ces actes-là, qu'est-ce que nous en avons fait? Ça n'a pas été une priorité pour le peuple béninois. La priorité a été malheureusement les questions politiques. Et donc, tout le monde voulait faire de la politique. Parce que dès que vous allez en politique, c'est le chemin le plus court qui vous permet de gagner suffisamment de millions. Et donc, on se dit, oui, allons en politique. Et la conséquence, c'est quoi? Vous voyez n'importe quel jeune, il aspire à un poste politique sans une formation adéquate. Mais quand le président Patrice Talon est arrivé, il a voulu changer de paradigme à notre pays. Il a voulu changer de paradigme. Il a préféré que l'on s'intéresse plus aux réformes économiques. Il faut qu'il décourage aussi ceux qui sont pressés d'aller en politique et d'aller s'enrichir aussi. Donc il y a des réformes à opérer là-bas aussi à vous entendre. Attendez. Vous demandez qu'on diminue les trucs. Attendez. Il a voulu à ce qu'on fasse des réformes économiques. Il nous a permis, de 2016, ne serait-ce de 2016 à aujourd'hui, il nous a permis de comprendre le bien fondé des réformes économiques. Parce que le peuple s'est mis au travail. Alors, à partir du moment où le peuple s'est mis au travail, il faut que les acteurs politiques aussi se mettent au travail. Et pour les acteurs politiques, c'est la réflexion, ce sont les idées. La matière grise. La matière grise. On a eu une devise qui nous dit fraternité, justice, travail. On peut se permettre de dire que depuis 1990 jusqu'en 2016, on n'a mis en valeur que la fraternité. Mais de 2016 à aujourd'hui, on peut se permettre de dire que le travail est mis en valeur. Maintenant, il faut qu'il y ait aussi de la justice. Moi, je veux qu'il y ait de la justice à partir de 2026. Très bien. Qu'on puisse dire, oui, de la fraternité, en passant par le travail, aujourd'hui, on a la justice parce que les acteurs politiques ne sont plus les personnes qui grugent le peuple. C'est ce que moi j'attends aujourd'hui du prochain chef d'État. Et s'il arrive effectivement à pouvoir mettre les acteurs politiques à contribution pour qu'on ne continue plus de vivre, oui, telle personne a été nommée parce que c'est un proche du chef de l'État ou c'est un proche de tel, mais il a été nommé simplement parce qu'il détient les compétences. Très bien. Parce qu'il a le diplôme adéquat. Il a été nommé bien qu'il appartienne hier à l'opposition. Aujourd'hui, il sert le pays. Si on arrive à cette étape-là, on pourra se dire qu'effectivement, la justice a pris corps dans notre pays et c'est mon rêve pour le Bénin. C'est formidable, Dr Zogo. Vous faites de belles analyses. Oui, vous allez finir. Je finis en disant ceci. Trêve politique ou pas, ce n'est pas ça forcément qui fera le problème. Parce que oui, on a vu des opposants qui sont fonctionnaires. Ça ne les a pas empêchés de vaquer à leurs occupations au service de l'État. Ce que je veux dire, on peut être dans un système politique où les gens dénoncent, mais pourtant, ça va contribuer à travailler ensemble. J'ai vu une image hier, ce matin, très tôt à 4 h du matin, qui m'a beaucoup fasciné. La RDC était face au Congo. La RDC était face au Nigeria pour les barrages pour la Coupe du Monde. Oui. D'accord? Ils ont mal joué 1-1 et ils sont allés au tir au but. Et dans le camp, le gardien, le coach a changé le gardien et l'a remplacé par Timothée Fayoulou. Timothée Fayoulou, il est qui? Il est le fils de Martin Fayoulou, opposant en RDC. Et c'est lui qui a arrêté les tirs des Nigérians pour permettre à son pays d'évoluer.
C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas une trêve politique qui fait le problème. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter que les gens, dans un débat d'idées, reprochent ou dénoncent des choses qui permettent au gouvernement en place de s'améliorer. La trêve en 6 ans, est-ce que véritablement ça va être profitable pour le pouvoir en place? Je me pose des questions, j'en ai fini. Merci Hugues Hector Zogo, merci Laurent Roland Tonné-Ikes.